Bonjour à tous, bienvenue dans Terre des Hommes, au Grand Palais, émission exceptionnelle. Le Figaro a 200 ans, vous le savez, pour le bicentenaire du journal, on a fait cette exposition, cet événement extraordinaire au Grand Palais, donc, en plein centre de Paris. Et on va parler précisément dans cette émission de Terre des Hommes, vous savez, votre rendez-vous consacré aux grandes questions écologiques, à la place de l'homme dans le monde du vivant. On va parler du rôle, justement, qu'ont joué les médias, avec le reportage, avec la photographie, avec la vidéo maintenant, et bien dans les questions écologiques, dans la sensibilisation aux grandes questions que pose aujourd'hui la place de l'homme face à l'environnement. Et pour ce numéro exceptionnel, invité exceptionnel, on sera fiers de recevoir Vincent Munier. Générique, on se retrouve tout de suite dans Terre des Hommes. Et voilà, et autour de cette table pour Terre des Hommes, Vincent Munier, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On est très heureux de vous recevoir dans Terre des Hommes. Je crois pouvoir dire au nom de toute l'équipe que vous êtes parmi les figures qui inspiraient aussi notre travail quand on réfléchit à cette émission. Vous êtes photographe, vous êtes réalisateur, coproducteur d'un film qu'on peut voir dans toutes les salles de cinéma depuis plusieurs semaines, 4 semaines je crois, Le Chant des Forêts. Déjà 800 000 entrées, plus de 800 000 entrées. Oui, à ce jour, oui, c'est complètement incroyable. On n'imaginait pas ça, surtout que c'est un film qui est relativement sobre, simple, avec un minimalisme incroyable. Il a été tourné autour de ma ferme, dans les Vosges, principalement. Une petite vignette norvégienne, un petit séjour de 10 jours là-haut. Et donc, on est vraiment surpris et en même temps rassuré, parce que finalement, c'est un film qui est là pour un peu apaiser, pour essayer de ralentir un peu et de partager un peu tout ce qu'on vit sur le terrain et dans la forêt en contact des bêtes sauvages. Et c'est vraiment comme ça, de fait, qu'on va le voir. C'est comme un moment de respiration dans des vies à 200 à l'heure. Et ce film est vraiment extraordinaire. Donc c'est un succès qui est à la hauteur du défi et du talent que vous êtes lancé. Vincent Munier, je crois que vous le connaissez bien. En face de vous, il y a Cyril Drouet. Cyril, vous êtes directeur des reportages et de la photographie pour le Figaro Magazine. Vous connaissez Vincent depuis longtemps, comme vous avez à cœur de connaître tous les photographes de talent que le Figaro Magazine publie régulièrement. Et c'est vrai que le Figaro Magazine, c'est un des lieux, un des endroits privilégiés dans la presse où on peut justement voir le travail de photographes qui ont à cœur de montrer la nature dans sa beauté, dans sa splendeur. Oui, on essaye de montrer au mieux, des images de photographes qui sont des vrais artistes, des photographes qui sont des photographes éclairants, et puis d'essayer de... Là, je m'inscris vraiment dans les pas de ce que fait Vincent Munier, et c'est pour ça que j'ai beaucoup d'admiration pour son travail. C'est que, selon moi, il est dans une sorte d'écologie positive. Il n'est pas dans une écologie punitive, où on essaye de montrer tout est terrifiant, la planète va mourir, j'ai horreur de ce terme. Et ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'on a besoin d'ouvrir nos oreilles en regardant son film, besoin d'ouvrir ses yeux aussi, et c'est cette capacité d'émerveillement qu'il a. Et je crois que ce qui est important pour nous, c'est d'essayer de montrer la beauté de la nature, parce que je pense que ça sensibilise beaucoup plus les gens que de les faire culpabiliser. Montrer la beauté, c'est justement partager le miracle de la vie, et à ce moment-là, de pouvoir la protéger. Et on va essayer de réfléchir justement tout au long de cette émission sur ce que c'est que cette écologie de l'émerveillement. Alors émission que j'anime comme d'habitude avec Madeleine Métayer, fidèle complice de Terre des Hommes, et je crois grande admiratrice de ce film, Le Chant des Forêts, que vous avez vu avec bonheur. Exactement. Je suis ravie de vous recevoir. Bonsoir Vincent Munier. Bonsoir. Alors votre film, on l'a dit, 800 000 entrées, une surprise que j'ai vue pour ma part dans des conditions que je ne recommande à personne et en même temps qui m'ont permis, je pense, d'apprécier tout à fait cette espèce de décalage entre notre époque et ce que permet votre film. Voilà, donc je l'ai vu dans une grande salle près des grands boulevards avec des places à un prix absolument dispendieux. Et au départ, quand on sort de nos vies un peu tempétueuses, toujours assez nerveuses, je me suis dit tiens, ça va peut-être être long. Et en fait, il se passe
quelque chose de tout à fait magique et toute la salle a réagi exactement de la même façon, à la même image, c'est-à-dire au moment où on se retrouve face à un tronc que soudainement on voit apparaître comme une forme d'immeuble gardé par deux bougognes chouettes qui se comportent exactement comme ça, comme ces petites vigies citadines qui regardent les comportements de leurs locataires. Et c'est extraordinaire parce que dans ce tronc, on voit apparaître un écureuil et comme ça, toujours sous l'œil vigilant de ces oiseaux. La salle a ri et je crois qu'à partir de ce moment-là, il s'est passé quelque chose. On s'est mis à suivre non pas seulement le lynx, non pas seulement le grand tétra qui obsède votre père, Michel, qui est un personnage important de ce film, avec votre fils Simon, qu'on découvre adolescent typique, adolescent, je dirais, caractéristique de sa génération, à moitié endormi, pas forcément volontaire pour se lever, et en même temps avec quelque chose déjà très spécial. Vous avez emmené votre père, votre fils, ces 3 générations d'hommes qui se retrouvent et qui partent à la recherche des beautés de ce monde. J'ai trouvé ça magnifique, je le recommande à tous nos auditeurs, et je vous propose qu'on en découvre la bande-annonce. C'est gentil, merci. C'est quoi ton meilleur souvenir? C'est comme j'ai vu pour la première fois le grand tétra. Ça a été un grand moment, ouais. Cet oiseau vivait dans les Vosges depuis plus de 10 000 ans. En 50 ans, j'assiste à sa disparition. Et toi, papa, quand est-ce que tu as passé ta première nuit dehors? À ton âge, exactement. Et après ça, j'ai accompagné papy tout le temps. Une vie d'affût. Il nous a sentis. Dirige par là, là. Les arbres aussi écoutent le chant des oiseaux, tu vois. Le monde sauvage, c'est un monde invisible, mais qui laisse des traces. Ça bouge dans le fond. Tu veux te réveiller dans la nuit pour écouter les chouettes? Ah non, moi je veux dormir là. Faut qu'on aille dans le Grand Nord. Et tu penses qu'on va revoir des tétras? On a des chances de les entendre, mais de les voir, c'est moins sûr. Encore des histoires. Voilà la bande-annonce de ce magnifique film de Vincent Munier, Le Chant des forêts. Alors, cette histoire que vous racontez, les personnages qu'on voit à l'écran, c'est votre histoire, c'est l'histoire de votre famille, votre père et votre fils, 3 hommes et 3 générations dans la forêt. Ce que l'on voit aussi, c'est une histoire qui n'est pas toujours heureuse, c'est l'histoire de la disparition progressive du grand tétra de vos forêts près de chez vous. Vous êtes obligé d'aller jusqu'en Norvège pour le retrouver, c'est ça aussi, c'est un cri d'alarme ce film. Et en même temps, mais comme l'a souligné Cyril, c'est vrai que moi c'est mon parti pris de poser mon regard sur la beauté du monde parce que mon père m'a initié à ça depuis l'âge de 12 ans. Donc à l'âge de Simon finalement dans le film. C'est pour la raison pour laquelle il y est présent. Et donc j'ai cultivé ça, c'est juste je pose mon regard, j'ai fait que ça depuis tout gamin, poser mon regard là-dessus, sur toutes ces bêtes qui sont assez silencieuses, ces êtres un peu invisibles, et il m'a appris à se cacher pour en découvrir quelques morceaux. Et moi, ça m'a nourri, c'est une nourriture, cette beauté, finalement, on ne s'en rend pas compte, mais inconsciemment, elle nous fait un bien fou, je pense intérieurement à chacun. Et il y avait cette envie de le partager au plus grand nombre, quoi. Et le cinéma, la magie du cinéma, grâce à tous ces ingrédients que sont le son, la musique et les images, il n'y a pas que la partie esthétique, va nous faire un petit peu vibrer. Je crois que c'était ça le défi. Comment est-ce qu'on arrive à vous donner un peu la chair de poule comme nous on peut l'avoir sur le terrain? Il y avait cette ambition de vous amener au plus proche de nous, dans l'affût. Et c'est ça, ce sont des énergies, des vibrations qui nous font un bien fou en se passant de mots finalement. C'est pour ça que le chant des forêts, c'est donner la parole à ces bêtes que nous on se taise un peu, on s'efface, pour leur laisser un peu la place à ces timides, à ces insignifiants. Alors, il y a peu de mots, effectivement, dans votre film, mais il y en a quelques-uns, notamment ceux de votre père, et qui sont, comme le disait Paul, assez inquiets. On l'entend dire, par exemple, « on est dans ce qui s'en va », EST, voilà, donc avec ce constat assez lucide et tragique. Et puis, on sent sa peine, et il y a un petit dialogue entre votre père et votre fils, dans lequel Simon demande à votre père s'il n'a pas l'impression que les gens s'en foutent. Voilà, c'est le terme qu'il emploie. Est-ce que tu n'es pas déçu des gens qui s'en foutent ?
Mais voilà, moi je pense que ce qui nous affecte le plus, c'est ça, c'est comment se fait-il qu'on soit si peu nombreux affectés par la disparition d'espèces, par la dégradation de nos paysages. Regardez nos campagnes qui peuvent se dégrader. Et donc c'est comme une crise de la sensibilité. Et je suis persuadé qu'au profond de chacun, on est tous quand même des émerveillés aussi. Il faut juste réveiller ça. On l'a tous été, étant gamin. Mon père, vous voyez, il a ses yeux qui pétillent. Ça reste encore un grand enfant qui construit des cabanes et des affûts. Je trouve ça assez passionnant. Et c'est ça qu'il faut essayer de cultiver, et de ne pas être blasé et se nourrir de cette beauté qui est accessible finalement. Et là, on n'est pas sur les hauts plateaux du Tibet avec la panthère des neiges, on est avec des animaux, une nature de proximité aussi. Et c'est une poésie qui est accessible et qui nous échappe parce qu'on n'a pas le temps, on ne prend pas le temps. D'ailleurs, non seulement c'est la forêt qui est à côté de chez nous, et comme vous le dites, on verra probablement pas tous des loups blancs comme vous avez eu la chance de pouvoir en approcher de près, ou la panthère des neiges bien sûr, mais chacun peut aller en forêt et s'il a un peu de chance et de discrétion, observer une biche près d'un étang. La forêt elle-même, c'est un des personnages du film. Il y a des scènes d'une lenteur et d'une beauté exquise où on regarde simplement la brume s'accrocher à la cime des pins dans les forêts près de chez vous. Et on a le sentiment que la forêt, on parlait du tronc des vieux arbres qui dépérissent et qui laissent la place devant à la vie une toile qui d'araignée. s'enracine dedans. Une toile d'araignée gonflée par le vent avec des taches de rosée, j'ai eu les larmes aux yeux. J'étais fatiguée, mais je crois que c'est pas la seule explication. C'est la poésie des choses simples près de chez soi et pas seulement des reportages animaliers extraordinaires comme on en connaît beaucoup aussi, mais qui donnent par ce sentiment d'exotisme une dimension inaccessible à la chose. Moi, je pense que c'est ça, que le merveilleux, il n'est pas obligé d'être spectaculaire. C'est un petit peu ça. C'est presque anti-spectaculaire, ce documentaire. On est dans une poésie simple. Et si on arrive à être en immersion là-dedans, c'est pour ça que il n'est pas si évident, ce film. Rien que le plan du début, c'est 1 minute 30 de brume, avec des vocalises, des chants un peu mystiques. Et là, c'est une entrée en matière. Et dans la forêt, c'est ça, on y entre. Contrairement au plateau du Tibet, où on regarde de loin, là, on y pénètre, on se sent totalement enveloppé par des présences invisibles. Et par ce que m'a inculqué mon père, et finalement, le fait de s'effacer et se taire, ça va les révéler doucement. Et c'est ça, en fait. C'est presque un peu comme Moi, je vois une notion très spirituelle là-dedans, presque, comme des prières qui bougent. Et moi, ça me nourrit intérieurement. C'est quand même assez chouette, parce qu'on n'est pas obligé, en effet, d'aller très très loin. Et pour moi, ça, c'est précieux. Et comme vous le disiez, Cyril, je pense que c'est une des clés aussi pour, après, être dans la protection. On y est sensible à ça, donc on va être un petit peu actif pour protéger tout ça. Oui. Et c'est pas obligé de rabâcher des discours qui sont parfois en effet culpabilisateurs ou qui nous ralentissent dans l'action parce qu'on est complètement déprimé en quelque sorte. Oui, je crois qu'effectivement la démarche de Vincent, qui est une démarche pour moi beaucoup plus éclairante, c'est qu'il fait apprécier le beau aux gens pour essayer d'éveiller nos consciences. Et je pense qu'on éveille beaucoup plus de conscience en maîtrisant la beauté, en prenant le temps, effectivement, en étant un peu hors du temps. On est dans un monde qui bouge à une vitesse folle, et parfois se retrouver en contact seul avec la nature, c'est un moment d'exil presque exceptionnel. Et c'est vrai que je crois que la protection pas de la planète, de cette harmonie du vivant, parce que moi j'aime pas protéger la planète. Moi, j'ai envie qu'on protège. Elle n'a pas besoin de nous pour s'en sortir. C'est le vivant qui a sa surface. La planète, elle n'a pas besoin de nous pour s'en sortir. Si tout est détruit demain, la planète continuera d'exister. C'est juste l'homme qui ne sera plus là. Et ce qu'on doit essayer de préserver, c'est cette harmonie du monde du vivant. Et qu'on est juste aussi, j'espère pas de passage, mais que pour la durabilité de l'espèce humaine, il faut qu'on puisse s'accorder avec ce monde naturel. Mais c'est vraiment ça. Et puis, je pense que il faut qu'on arrive à revenir à quelque chose de beaucoup plus horizontal. Comment se fait-il que nous, notre espèce, on est quand même une espèce animale, on a toujours été dominant. On s'est formé un peu sur la domination, sur la performance, l'optimisation. Et comment est-ce qu'on revient à une place qui est plus proche des autres, non humains en quelque sorte. Et pour retrouver une harmonie, comme vous le disiez, une cohabitation. Et comment est-ce qu'on habite ce monde un petit peu différemment et qu'on change notre prisme parce que ça m'affecte quand même de décider du sort des espèces animales en fonction de si on a un intérêt ou pas envers elles, quoi. C'est quand même assez moche
comment est-ce qu'on revoit un peu notre copie et c'est se sauver nous-mêmes en quelque sorte. Hein. Oui, il y a quelque chose qui m'a toujours marqué. Je me souviens aussi d'un autre documentaire qui vous met en scène et que j'avais vu, dans lequel vous expliquez que parfois, quand vous êtes à l'affût, donc on imagine, parce qu'on ne le voit pas ça forcément dans le film, mais ça fait des heures que vous êtes là, dans des conditions qui ne sont pas toujours agréables, c'est une attente très longue, c'est le froid, c'est l'incertitude de savoir si l'animal va venir ou pas. Et vous aviez dit, je me souviens très bien, que vous n'appuyez pas toujours sur l'objectif de l'appareil photo, parce que parfois vous avez le sentiment de déranger l'animal si vous faites ça. Et cette espèce de respect, de politesse presque à l'égard du monde sauvage que vous avez dans votre approche, témoigne chez vous d'une volonté de connaître l'animal en profondeur. C'est pas un rapport abstrait aux êtres, mais c'est un rapport de connaissance et de respect. Et c'est vrai que finalement, en y réfléchissant, je me dis que par votre métier de photographe et de réalisateur et par le talent avec lequel vous approchez le monde animal de cette façon, vous montrez qu'on peut avoir un rapport effectivement différent parce que plus respectueux et surtout parce que plus au fait, plus au courant de l'harmonie du monde vivant. Et peut-être que c'est ça parfois qui s'estompe un peu dans le rapport au monde très instrumental que vous venez de décrire. Oui, probablement. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on est arrivé à ce niveau-là d'hégémonie envers toutes les autres espèces, mais c'est vrai qu'il m'arrive en effet de lâcher l'appareil. L'appareil photo, je le dis souvent, est comme une barrière entre ce que je vis et j'aurais préféré parfois être plus un poète ou un écrivain ou un dessinateur où il n'y a plus de barrières techniques. Et en effet, et je pense que c'est aussi ce film, il donne aussi envie aux gens d'aller dehors. Et il me semble que c'est vraiment important de vivre ça. C'est pas juste par procuration, par un film, par des écrits, des livres, mais de le ressentir vraiment au plus profond de notre être, probablement pour après pouvoir changer un petit peu notre manière de vivre. Bon, quand même, Vincent Munier, heureusement que vous lâchez pas l'appareil à chaque fois, parce que sinon Cyril Drouet pourrait plus faire son travail. Parce que c'est vrai que quand on est à votre place comme directeur des photographies, des reportages au Figaro Magazine, finalement la photographie, c'est un intermédiaire qui permet à tous vos lecteurs, et ils sont nombreux, de voir ce qu'a vu à travers son œil de photographe Vincent Munier, ce qu'ont vu d'autres. Il y a quelques reportages comme ça, on ne pourra pas tous les citer, il y en a trop en pratiquement 50 ans d'histoire de Figaro Magazine, mais quelques reportages particulièrement marquants qui vous permettent de dire, Cyril, que finalement, voilà, le Figaro Magazine est aussi au rendez-vous de ce défi de l'écologie, de l'émerveillement. Quand on préparait l'émission, on en avait cité quelques-uns ensemble, certains peut-être plus marquants que d'autres. Les photos de Brett Stearton, par exemple, dans le parc des Virunga en République démocratique du Congo. Là, on arrive dans un endroit où tout le monde ne pourra pas mettre les pieds et où, au fond, il faut juste se taire et admirer, comme ce que fait Vincent Munier quand il va dans la forêt. Le parc national des Virunga en République démocratique du Congo, on est dans la région de l'Ituri, on est dans une région absolument épouvantable au niveau stratégique et géostratégique, et puisqu'on est dans des guerres intestines aussi. Et il y a un travail remarquable. Ce parc a 100 ans. Il fête d'ailleurs cette année ses 100 ans. Et Brent Stearton est un photographe qui, depuis 20 ans, travaille sur ce parc des Virunga, qui est une merveille de biodiversité. Il travaille avec 650 rangers et Emmanuel de Mérode, qui est le prince de Mérode, qui est belge d'origine et qui est installé là-bas. Et on assiste parfois, parce qu'il y a ce miracle de la biodiversité, c'est un repère pour les gorilles, pour les chimpanzés, pour toutes sortes d'animaux, mais il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'était passé par exemple en 2020. En 2020, Brent Stearton avait photographié depuis l'Ouganda, il y a une énorme migration de 574 exactement éléphants qui ont parcouru plusieurs centaines de kilomètres pour revenir dans ce parc d'eux-mêmes, dans ce parc des Virunga, après un demi-siècle d'absence. On ne peut pas expliquer comment ça s'est passé, on ne comprend pas, c'est le mystère des animaux, mais il avait photographié cette transhumance incroyable parce que ces animaux sont retournés dans un endroit où ils se savaient protégés, où ils savaient qu'il y avait une bienveillance naturelle. Et ça, voilà, c'est des petits miracles de la vie qu'on aime montrer, parce qu'on aime montrer dans le Figaro Magazine des artistes qui sont à l'image de Vincent Munier, des artistes qui nous apportent de la lumière. Et je crois que c'est important d'avoir de la lumière et de la compréhension du monde. Et c'est drôle parce que quand Brent Stearton a fait ce reportage, personne ne l'avait fait d'autre. Alors c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est un miracle. Alors c'est quelque chose d'exceptionnel, c'est un miracle, vos films le sont aussi, vous avez envie de donner envie aux gens d'aller dans la nature.
La question qu'on pourrait se poser, c'est comment faire en sorte que ces reportages ne témoignent pas de quelques réserves qui demeurent dans le monde, n'envoient pas les gens aller voir la nature finalement, mais permettent quand même de connecter, de lier. On parle du rôle des médias dans la transmission de l'amour du monde. Comment fait-on pour ne pas déconnecter ces deux univers, c'est-à-dire d'un côté la nature à protéger et puis notre vie humaine qu'on mènerait par ailleurs, comme si les deux étaient étanches. Votre père dans le film dit quand même en voyant passer les avions, il n'y en avait pas autant. Il n'y en avait pas autant, on voit bien que ces mondes se connectent. Comment fait-on pour ne pas simplement aller observer des réserves? Cyril, peut-être d'abord. Tout simplement, par rapport à ce que disait Vincent Munier, c'est que les gens prennent de moins en moins l'habitude de se retrouver parfois seuls et en contact avec la nature. C'est une démarche assez facile d'aller en forêt. De même, quand on est parisien, d'aller en forêt de Fontainebleau, il y a des endroits absolument exceptionnels ou en forêt de Rambouillet où on peut se retrouver seul. Et c'est vrai, là, c'est une vraie reconnexion. C'est assez amusant parce que même à côté de il y a tous ces mouvements aussi où les gens essayent d'aller dans des ermitages, de se retrouver seuls, de se reconnecter. Donc on sent qu'il y a quand même un besoin, mais il n'est pas nécessaire de payer 2500 € la semaine pour essayer de se purger de la modernité du monde. Après, la modernité du monde, pour moi, elle est liée aussi à la population, à tout ce qui se passe. C'est normal, on ne peut pas éviter cette modernité. Mais par contre, on peut essayer de s'appuyer sur une reconnexion avec la nature. Et ça, c'est très facile. C'est ce que montre justement Vincent, en se disant, il suffit d'aller dans les forêts des Vosges. C'est pas loin, mais on a l'impression qu'on est dans un monde, on n'est pas dans un sanctuaire de biodiversité inviolable et inviolé. C'est un endroit où les gens peuvent aller. C'est juste à côté de chez nous. Vincent Munier, on peut être écologiste aujourd'hui sans être anti-moderne ? Oui, moi je le pense. Comment est-ce qu'on redevient un peu plus raisonnable? C'est un peu ça sur l'avion. C'est vrai qu'il faudrait éviter de prendre l'avion comme on prend le bus. Il faudrait que c'est un caractère un peu exceptionnel. Mais là encore, loin de moi l'idée d'être moralisateur et de ne pas être dans une consommation peut-être en même temps du voyage et puis du merveilleux non plus. Il faut être attentif à ça. Mais là, vous soulevez aussi quelque chose qui est assez intéressant, c'est sur les réserves, quoi. Ça, c'est aussi assez étonnant, mais je suis pas contre, loin de là. Je veux dire, à court terme, on est obligé de faire des réserves pour préserver un peu l'existant. Mais attention aussi, parce que parfois on dit, voilà, on va mettre la nature sous cloche et à côté on fait n'importe quoi ou alors on continue. Et c'est peut être un peu à double sens. Il faut être attentif. On peut ramener aussi la nature en ville, là où on habite, et d'avoir une harmonie, ramener des oiseaux qui chantent dans nos villes, enlever un peu de béton pour revégétaliser. Donc il faudrait quand même qu'il y ait des corridors et que ce ne soit pas trop scindé, que ce soit deux milieux très étanches. Sans quoi, on ne va pas vraiment avoir une espèce de révolution intérieure de nos consciences pour cette cohabitation, cette harmonie dont on parlait au début. Alors Vincent Munier, on a voulu comprendre un peu comment fonctionne une existence comparable à la vôtre ou celle des photographes qui, comme vous, sont vraiment dans ce contact avec le monde sauvage. Alors on est allé suivre dans son quotidien un autre de vos confrères, Alexis Rosenfeld. Alors comme lui, il essaye de transmettre aussi à sa fille, Maloa Rosenfeld, le goût de ce qu'il passionne. Camille Jaïr, notre reporter en chef tout-terrain de Terre des Hommes, est allé passer justement une journée avec eux en mer au large des Calanques de Marseille pour voir à quoi ça ressemble les coulisses de la vie d'un photographe animalier. On regarde. Sous l'eau, une grande partie, c'est l'imaginaire. C'est de dire, tiens, qu'est-ce qui va se passer là? Qu'est-ce que je vais réussir à créer d'exceptionnel pour moi comme photographie? Qu'est-ce que je vais pouvoir raconter comme histoire avec? Je m'appelle Alexis Rosenfeld, je suis photographe. Je travaille sous l'eau essentiellement et depuis 2017, je mène des missions d'exploration avec l'UNESCO. Moi, c'est Maloa Rosenfeld, je suis la fille d'Alexis et je l'assiste dans ses missions depuis maintenant quelques temps. Alors là, on est à Marseille, exactement dans le 8e arrondissement, même si ça ne se voit pas du tout. Et on va se diriger vers la fosse de Cassidane, dans le parc national des Calanques. Parce qu'on commence un grand projet qui va durer plusieurs années sur ce canyon, un canyon géant, un peu comme le Grand Canyon, et qui est un endroit assez mystérieux pour moi, que j'ai envie d'explorer. Je suis fasciné à chaque fois que je plonge, ça c'est certain. Parce que c'est un autre monde. J'ai l'impression de changer de niveau dans un jeu. Je
tu rentres dans un monde vraiment merveilleux et surtout il y a quelque chose de très mystérieux, c'est que je ne sais pas ce qui va se passer. Mais à chaque fois il se passe quelque chose. On a vu ici des grandes bandes mélicéphales, il y a des cachalots, il y a des dauphins. C'est vraiment un endroit assez merveilleux, à quelques encablures du port de La Ciotat et du port de Cassis. Et les gens, ils n'imaginent pas qu'à portée de main, il y a autant de vie absolument incroyable. Et en fait, on se rend compte que si on va dans les écoles et qu'on demande aux enfants où ils peuvent voir des dauphins, des cachalots, des baleines, voilà, ils n'ont pas idée qu'à une demi-heure ou une heure en bateau, finalement, ils peuvent trouver ça. Donc je trouve ça assez chouette aussi de mettre en avant ce côté proximité. Alors attends avant de siffler là. Ah, de l'eau dans la verre. On appelle les assiettes de Yannick à Aldabra. Une des grandes missions qui m'a marqué sur le temps qu'on a passé et ce qui a été partagé avec l'équipe, c'est en Afrique du Sud, cette grande migration du vivant. Ce sont des milliards et des milliards de sardines qui prennent le contre-courant à Goulas, qui sont poursuivis par tous les prédateurs de l'océan. Il y avait un réel mélange à la fois de passion et de documentation pour le message qu'on veut partager. On ramène les photos pour pouvoir raconter nos histoires, raconter ce qui se passe et sensibiliser. Il y a toute une partie en mer et il y a une autre partie, c'est la partie cachée du travail. C'est sur l'ordinateur, c'est de trier les photos et de faire les retouches aussi. Ces photos brutes, quand je la développe, je fais un masque et ça me donne ça. C'est-à-dire que ça me permet de faire ressortir ces dauphins, montrer la puissance de ces chasses et du vivant, et de pouvoir offrir mes yeux qui ont la chance de pouvoir aller sous l'eau. Dans le projet qu'on mène avec toute l'équipe et avec Malou, c'est ça, hein, c'est vraiment un travail de sensibilisation au grand public sur la grande histoire de l'océan. Voilà, très beau reportage de Camille Jaïr à Marseille, dans les Calanques de Marseille, avec Alexis Rosenfeld et sa fille Maloua. On retrouve de nouveau une histoire de transmission, au fond, de passion qui se transmet de père en fils, de père en fille. Et évidemment, ça fait écho à la place qu'occupe Simon, votre fils Vincent, dans votre propre film. Qu'est-ce que vous vous dites quand vous le regardez se passionner comme vous pour cette vie sauvage? Vous vous dites que la relève est là? Alors oui, et en même temps, il ne sera pas aussi passionné, aussi fou que je le suis ou que mon père l'est. Donc, mais c'est pas grave, il a cette capacité quand même à avoir un peu de curiosité, de bienveillance, d'empathie envers ce qui l'entoure. Et c'est ça qui est important. Il a compris que la nature, c'est pas juste un spectacle, mais c'est une vie partagée, en fait. C'est franchement ça. Et il me semble que ça, il l'a acquis. Et vous nous l'avez partagé aussi, cette curiosité, cette envie peut-être un peu plus pressante à la fin de cette émission, de sortir de chez nous et d'aller voir ce que la beauté du monde sauvage nous réserve, peut-être dans les forêts juste à côté de chez nous, ou un peu plus loin, ou jusque dans les steppes himalayennes. Merci beaucoup Vincent Munier de nous avoir partagé votre passion. Merci à vous. Et évidemment la beauté de votre travail. Merci Cyril Drouet du Figaro Magazine d'avoir aussi participé à cette émission exceptionnelle de Terre des Hommes pour le bicentenaire du Figaro. Et on se retrouve bien sûr dans 2 semaines pour un prochain numéro de Terre des Hommes. Bonne fin de journée à tous.